aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir le docteur Vincent Reliquet à l'occasion de la sortie de son ouvrage Les pouvoirs de l'iode, qui est paru donc là très récemment aux éditions Très Daniel. Alors pour vous présenter en quelques mots, vous êtes aussi le fondateur de l'Association internationale pour une médecine scientifique indépendante et bienveillante, avec, il me semble, le docteur Michel d'Orgeril et le professeur Even. Et vous êtes aussi rédacteur pour la revue mensuelle du Neuf pour ma santé. Alors, déjà, je vous remercie d'avoir écrit un livre qui traite de sujets, parce que c'est vrai qu'il n'y en a pas énormément. Et en plus de ça, l'iode est souvent peu connu, voire mal connu. Alors, ce qui est bien aussi dans votre ouvrage, c'est que je trouve qu'il est accessible quand même à tout le monde, que ce soit qu'on soit médecin, thérapeute, naturopathe, mais aussi une personne qui a envie de s'intéresser à ce sujet. Donc, il est vraiment très bien fait et accessible au plus grand nombre. Alors moi, ce que j'aimerais déjà, dans un premier temps, c'est que vous nous disiez un petit peu ce qui vous a amené à vous intéresser à ce sujet, passionnant d'ailleurs, et cet oligo-élément qui est l'iode. Bah, Madame Bureau, je vous remercie de m'avoir convié, c'est très gentil de votre part. Oui, effectivement, l'iode, c'est un sujet passionnant parce que personne ne veut en parler. Et le jour où j'ai déterré dans un article scientifique qu'il fallait s'intéresser au statut en iode des femmes qui avaient du mal à perdre du poids pendant les régimes, statut en iode, je me suis dit, c'est que ce truc, j'ai jamais entendu parler du statut en iode. Et puis en creusant, mais ça fait 5 ans que je creuse sur les pathologies liées à l'iode, je me suis aperçu que personne, mais tellement personne, ne fait de statut en iode que la Sécu ne le rembourse même pas. Et que quand vous allez dans un labo qui ne voit pas passer beaucoup de monde, on vous regarde de travers en vous disant, mais ça n'existe pas ça. Eh bien si, ça existe. Oui, effectivement, le statut en iode peut nous expliquer un nombre considérable de pathologies, mais pas des moindres. C'est pas j'ai la peau sèche et j'ai les cheveux qui tombent. C'est j'ai des cancers du sein, mon fils réussit pas à l'école, je fais 19 fausses couches toutes les 20 grossesses. C'est des trucs abominables. Donc effectivement, j'ai pris un très grand plaisir avec ma documentaliste Alix Lefieff à travailler sur ce sujet pendant presque un an. Et on a abouti à une somme de connaissances qui, à mon avis, méritait un livre. D'autant plus que, comme vous l'avez vu, Madame Bureau, la plupart de ce que j'avance comme argument sont confrontés à des résultats d'analyse internationale qui sont complètement en faveur de ce que je dis. Donc, tout ce que j'avance est étonnant, tout ce que j'avance va à l'encontre de ce qu'on croit, mais tout ce que j'avance est parfaitement sourcé. Donc, je pense qu'il faut avoir confiance dans la lecture de ce livre. Oui, complètement. Et alors ça, c'est vrai qu'il y a une mine d'informations vraiment très importante dans ce livre scientifique et tout. Et comme vous dites, oui, enfin, moi en tant que naturo, c'est un sujet qui m'intéresse bien évidemment. Et c'est vrai que c'est pas toujours évident de se positionner aussi par rapport aux personnes qui viennent nous voir parce que ben, quand on parle de ce sujet ou qu'on essaye d'aborder, personne ne connaît ou alors dans les analyses, c'est jamais, comme vous dites, prescrit ni rien. Donc c'est un peu dommage et on apprend vraiment plein de choses sur l'iode, c'est vraiment passionnant. Et vous parlez donc notamment de cet effet, on va dire, entre guillemets, un peu de diabolisation autour de l'iode et qui est vraiment pour ça très mal connu, justement, avec ce qui s'appelle l'effet Wolff-Chaikoff, c'est ça, hein, si je me Ouais. souviens bien. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Parce que ça, Oui, c'est alors, les années vous savez, 50. ça c'est terrible parce que c'est une erreur d'appréciation de deux chercheurs dans les années 50. Ils ont le droit de se tromper. Mais dès le départ, des médecins américains leur ont dit, vous vous trompez, vous n'avez pas bien raisonné. C'est-à-dire que ces gens-là ont donné de l'iode à des rats et se sont aperçus qu'à un certain moment donné, quand la concentration sanguine d'iode, on va pas faire de science 3 heures, mais il faut comprendre l'erreur. La concentration sanguine d'iode est à un certain niveau, l'iode ne fixe plus la thyroïde. Et ils ont dit, bon, ben voilà, on a prouvé que des concentrations trop fortes d'iode arrêtent la sécrétion de la thyroïde. C'est complètement stupide. Si vous mettez de l'eau dans une baignoire, une fois qu'il y a toute l'eau dans la baignoire, on ne mettra pas plus d'eau dans une baignoire. Et ben une fois que vous avez saturé la glande en iode, la glande n'absorbe plus de d'iode. Elle n'est pas du tout à l'arrêt, elle est simplement bouquée d'iode. Et puis derrière, ils sont allés nous faire des trucs sur le goitre à l'iode, etc., 20 ans plus tard, c'est aussi faux.
Alors derrière, là où l'erreur a été majeure sur le plan médical, mais ça, on ne peut pas en vouloir à grand monde, c'est juste l'ignorance. Mais aujourd'hui, il faut arrêter d'ignorer. On s'est trompé dans la définition de qu'est-ce que c'est que l'iode alimentaire. Moi, ce que j'explique dans ce livre, c'est que l'iode alimentaire, l'iode 127, n'est pas un produit toxique. Et en revanche, vous avez de l'iode d'autres isotopes qui sont dans les centrales nucléaires, l'iode 131 par exemple. Ça, c'est une catastrophe, parce que quand c'est libéré dans l'atmosphère, ça va se coller sur les gens qui n'ont pas d'iode dans leur thyroïde, et ça leur collera des cancers de thyroïde. Donc, on ne parle pas de l'iode 131, et je ne parle pas non plus de ce qu'on appelle, alors excusez-moi, c'est technique, mais de l'iode organique, c'est-à-dire de l'iode qui est lié à des molécules genre produit de contraste qu'on utilise en radiologie, ça c'est toxique, et un autre qui est l'amiodarone, qui est un médicament pour le cœur des personnes qui sont en arythmie, et ça c'est ultra toxique. Mais on parle là, ce sont des molécules iodées qui sont toxiques, et moi je parle de l'iode 127 éléments ou en sel qui n'a aucune toxicité. J'ai cherché des articles qui me disaient que l'iode était toxique, et on s'aperçoit qu'en fait, c'est encore des gens qui raisonnent mal et qui utilisent des mesures biologiques pour dire, ah bah vous voyez, c'est toxique, parce que par exemple, ça fait monter la TSH. Bon, bah, monter la TSH, c'est pas pour ça que vous êtes en hypothyroïdie, c'est simplement que l'iode fait monter la TSH. Et alors, ça ne donne pas une hypothyroïdie, mais l'espèce d'amalgame intellectuel un peu gloubi-boulga, voilà, a dit, ah bah vous avez vu, il a pris de l'iode et il a fait monter sa TSH, il est en hypothyroïdie. Je suis désolé, l'hypothyroïdie, c'est clinique. J'ai des signes cliniques d'hypothyroïdie. Si je n'ai pas de signes cliniques d'hypothyroïdie et que j'ai une TSH à 10, je n'ai pas d'hypothyroïdie. C'est ce que j'explique dans mon livre. Et il y a autre chose aussi, c'est la fameuse allergie à l'iode. Parce que ça, c'est un truc. Oui. Alors, mais ça, c'est pareil. Mais ça, c'est une légende urbaine qui fait mal. Mais encore une fois, et ça, c'est pas les médecins qui la propagent, cette légende. C'est, ah bah oui, j'ai mis de la bétaline, ça y est, je me suis gratté, voilà. Bon. Mais les produits iodés, les molécules iodées sont parfois allergisantes, comme les produits de contraste. Mais vous ne pouvez pas être allergique à l'iode, qui est un élément, comme le calcium, l'oxygène, le magnésium, c'est juste impossible. Donc, vous êtes allergique à des produits iodés, vous n'êtes pas allergique à l'iode. Vous seriez mort ou morte si vous étiez allergique à l'iode, si c'était possible. C'est impossible. Oui, donc ça, c'est vraiment des choses quand même qui sont hyper importantes à préciser et que vous développez aussi dans le livre. Parce que ça a la peau dure, hein, j'oserais dire, hein, tous ces... Oui, bien sûr. Bien sûr, et puis tant qu'on n'aura pas cassé les reins à toutes ces légendes stupides, mais qui sont ultra prégnantes, y compris chez des gens qui sont des endocrinologues de très haut niveau, qui vous disent non, non, pas d'iode, parce que vous allez déclencher un Wolfchekov, c'est affolant. Ces gens se trompent. Ils se trompent totalement, et encore une fois, j'essaye d'expliquer dans mon livre, alors j'en fais pas 3 tonnes non plus, parce que c'est pas un livre scientifique, mais j'essaie d'expliquer que ça n'est pas vrai. Voilà. Ouais. Et donc, vous parlez aussi beaucoup de l'iode concernant les problèmes de cancer, alors notamment dans les cancers du sein. Alors ça, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse parce qu'il y a ce truc d'Octobre Rose là que je supporte pas et qui voilà, qui parle soi-disant de prévention, et alors il n'y en a pas, c'est absolument pas de prévention. Ah non. Et donc, c'est vrai que vous parlez de ce rôle qu'a l'iode concernant, finalement, là, c'est une vraie prévention de multiples cancers, mais notamment du cancer du sein. Parce que dans le cancer du sein, à mon sens, il y a aussi le problème des perturbateurs endocriniens. Et ça aussi, en fait, les perturbateurs endocriniens, ils font concurrence finalement au stockage de l'iode, si j'ai bien compris. Donc, en fait, là, on est sur quelque chose quand même de beaucoup plus concret et beaucoup plus intéressant si on veut parler de prévention. Dans ce rôle. Quand j'ai commencé, parce qu'au début j'avais fait un article, il y a quelques années, j'avais fait un article pour Du Neuf pour ma santé, où je ne m'étais pas intéressé à la partie cancer, parce que ça me prenait trop de travail. Et quand j'ai décidé de faire ce livre, je me suis dit, bon, allez, je vais aller à fond dans cette histoire. Il faut savoir si c'est un peu vrai, très vrai, pas vrai du tout, et à quel point ça marche, et j'ai été sidéré.
J'ai été Oui. sidéré de la littérature internationale qui toute va dans le même sens. Toute la littérature va dans le même sens pour l'incidence du cancer du sein chez les carencés et ES en iode. C'est hallucinant. Et alors, tout s'imbrique. Vous pouvez prendre des études sur l'animal, vous pouvez prendre des études in vitro, en éprouvette, vous pouvez prendre des études dans la vie, dans la vraie vie, et à chaque fois, on aboutit à une sorte de lien de causalité. Alors, il faut toujours être très prudent, parce que quand on ne la recherche pas en science, on peut juste parfois se tromper. On peut avoir l'impression que deux choses sont concomitantes, mais pas corrélatives. Donc, c'est important en science d'avoir cette espèce de distance et de doute. Est-ce que c'est vraiment, quand par exemple je parle des femmes japonaises qui n'ont pas de cancer du sein quand elles vivent au Japon et quand elles émigrent aux États-Unis après les années 45 et qui elles consomment une alimentation absolument identique aux américaines et elles retrouvent les mêmes incidences de cancer du sein, ça, vous voyez, alors là, bon, on a envie de dire qu'il y a quand même quelque chose, mais il faut être méfiant. Donc voilà, soyons méfiants, mais encore une fois, tout ce que j'ai amassé dans le chapitre iode et cancer du sein, ça démontre, et puis ma pratique démontre qu'on a, on a une mine d'or, vraiment très simplement. On est tous en train de pleurnicher, ah ouais, il y a des cancers du sein, on ne sait pas pourquoi ça monte, elles ont qu'à pas fumer, elles ont qu'à pas machin, c'est un peu de la faute des femmes, hein, en fait, c'est ce qu'on leur explique. Et bien maintenant, on va arrêter de raconter n'importe quoi, on va regarder si elles ne sont pas bromées. J'explique dans le livre qu'il y a un vrai problème avec les perturbateurs endocriniens, ce qu'on appelle halogénés, c'est-à-dire c'est les mêmes atomes qui ont 7 électrons qui se baladent. C'est le brome, c'est le fluor, et c'est les chlorates. Bon. Et ben, ces trois produits sont des concurrents idéaux pour l'iode. Et quand il y a trop de brome dans une thyroïde, alors là maintenant on le sait, il y a un cancer de thyroïde. Et quand il y a trop de brome dans le sein, là maintenant on commence à avoir des doutes, mais il pourrait y avoir des cancers du sein. Et quand il y a un statut génial en iode chez les femmes, par exemple les japonaises qui ont une alimentation ancestrale riche en algues, eh bien il n'y a quasiment plus de cancer du sein. Et bien ça c'est beau. Et donc, c'est vrai que ce marqueur-là, il devrait être prescrit à tout le monde Alors, non systématiquement. seulement il doit être prescrit, mais maintenant il faut aussi changer le standard européen de normalité de la iodurie. Je démontre dans mon bouquin qu'on est à un facteur 100. C'est-à-dire on donne comme objectif les 1% de ce qu'on devrait obtenir. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 2 3 000 milligrammes par jour, 3 000 microgrammes ou même 10 000 microgrammes par jour dans la iodurie, on se contente de 150 microgrammes. C'est hallucinant, on est super loin. On ne devrait pas utiliser des microdoses d'iode, on devrait utiliser des milligrammes d'iode par jour. Alors, je sais que c'est très curieux, mais encore une fois, et je l'explique dans mon bouquin, par quelle stupidité abyssale on a décidé que les femmes, les adultes, devaient consommer 150 microgrammes d'iode par jour et pas plus, sinon elles font un Wolf-Chekhov, mais il faut voir, j'ai retrouvé les textes de ces Américains qui ont dit, si on leur donne ça, au moins, ben, on voit plus trop de goitres. C'est pas la santé, ça, de pas avoir de goitres. Ah bah tiens, elles n'ont plus de goitre, alors c'est bon. Parce qu'à l'époque, on croyait que l'iode ne servait qu'à la thyroïde. Seulement en 2023, on sait très bien, 2024, on sait très bien que l'iode sert à tous les organes iodoconcentrateurs, au premier rang desquels on a les organes génitaux, et les femmes en ont un de plus que les hommes, c'est comme ça, et les femmes qui ont des poitrines importantes ont des risques bien plus importants si elles ont une consommation très faible d'iode. Voilà. Oui. Donc en fait, on retrouve tout ça, ça devient logique. Oui, pour rester sur le sujet des femmes, il y a aussi le problème des femmes enceintes et des carences en iode sur elles, non seulement l'impact sur elles, mais aussi sur l'enfant. Je suis sidéré, moi, quand j'ai commencé à m'intéresser à l'iode. J'ai vu un jour une femme revenir d'un bilan d'infertilité. Elle était allée au CHU d'un des plus gros CHU de France. Ça, on va éviter les ennuis. Et elle est revenue, elle m'a dit, ouais, ils m'ont rien trouvé. Et je lui dis, on va faire une iodurie. Ils vous en fait la iodurie? Ah non, non, ils m'ont pas fait la iodurie. Iodurie indosable, indosable, proche de Oui. zéro. C'est-à-dire que cette femme, je l'ai mise sous iode et 15 jours après, elle est tombée enceinte. 15 jours Ouais. après. Eh oui. Aux règles suivantes.
S'ils avaient su, je lui aurais dit de pas se laisser tomber enceinte, parce qu'elle part avec un statut en iode dégueulasse. Bon, c'était vraiment dommage. J'aurais dû. Maintenant, je le sais. Il faut attendre un trimestre quand on a un statut en iode catastrophique, parce que il faut pas oublier que le fœtus, il va tirer à mort dans vos réserves, et si vos réserves sont basses, bah vous aurez des soucis vous, et votre bébé, il va être pas super aussi intelligent qu'il aurait pu s'il avait pris de l'iode à fond pendant sa période gestationnelle. Donc c'est fondamental, et encore une fois là on parle des femmes qui sont entre 20 et 40 ans, ces femmes avant de commencer un désir de grossesse, vous devriez prendre le temps de faire une iodurie, d'aller voir si vous êtes au moins à 500, si vous n'êtes pas à 500, vous vous supplémentez en iode pendant toute la grossesse, ça vous évitera probablement d'avoir une thyroïdite à l'accouchement. Et c'est ça aussi l'ennui, c'est d'avoir des femmes qui font des Hashimoto dans tous les sens, juste pile poil au moment où elles allaitent. Et C'est oui. le moment où le bébé continue à tirer à fond. Ou alors, c'est parce elles ont plus d'iode du tout après 9 mois de grossesse. Et puis là, la thyroïde se met à brinque-baller dans tous les sens. Donc, Oui, que la thyroïde a quand même des effets aussi sur l'humeur et tout ça. Ça peut aussi être une des explications de ce qu'on appelle le baby blues, des choses comme ça, les sortes de dépression qu'il y a aussi après les accouchements. absolument, absolument. Moi, j'ai écrit partout. Mais maintenant, quand je vois des vieux, alors là, on quitte la tranche des quarantenaires, mais quand je vois des vieux, des gens de plus de 60 ans, qui me disent, docteur, d'abord, je suis triste et je dors plus et j'ai plus de mémoire. La première chose que je fais, c'est que je leur dis, madame, on va faire une iodurie. Parce que je pense que c'est pas l'Alzheimer qui vous arrive, c'est la carence en iode. Et on fait ça, et allez, 3 fois sur 4, on a une carence abominable. Elles prennent de l'iode. Et puis, 3 semaines plus tard, alors, ah, docteur, ça y est, je suis morte de rire. Hein. Je suis plus triste, je dors, je me souviens de tout, je chante, je recommence à vivre. Et souvent, on les prend, elles sont déjà sous antidépresseurs, elles ont déjà des bilans neuro normaux, donc on leur dit on va faire une IRM pour voir votre Alzheimer de la tête, voilà, et on met tout ça au panier, et on prend de l'iode, et c'est des gens qui sont morts de rire, direct. Donc vous voyez, c'est quand même pas compliqué. C'est des gens qui peuvent finir avec 5, 6, 8 médicaments. Ça, je l'ai décrit dans le bouquin. Les gens qui sont en carence et en iode, ils sont un peu gros, ils ont un peu de cholestérol. Ils ont la peau sèche, alors ils se mettent n'importe quoi sur la peau. Les femmes, ça y va tout de suite. Hein. Des produits avec plein de saloperies qui sont des produits pas du tout bons pour l'organisme. Enfin bref. Et puis, elles sont hyper tendues, puis elles sont un peu diabétiques, et puis de toute façon, elles sont tristes. Alors, ils ont un médicament anti-cholestérol, 2 médicaments anti-diabétiques, 2 antihypertenseurs, un anti-dépresseur, un produit pour dormir, évidemment. Et là, je peux vous dire qu'ils sont vraiment malades avec ça. Parce qu'en plus, ça auto-entretient Ah tout le bah, truc. bah, évidemment, ça va jamais s'arrêter. Vous filez une goutte d'iode à ces gens-là, c'est terminé. C'est terminé, tout se règle en 6 mois. Voilà, c'est pour ça que ce bouquin, j'aimerais qu'il soit apporté par des gens comme vous, Madame Bureau, parce que je pense qu'on peut vraiment aider des millions de gens en Europe. Et je Voilà. pense. Et alors, quand on parle justement d'aider des millions de gens, il y a quelque chose qui a aidé des millions de gens jusqu'à présent et qui, j'espère, en aidera encore, c'est le plasma de Quinton, dont vous êtes assez passionné, n'est-ce pas? Donc, est-ce qu'on peut dire quand même que le plasma de Quinton, c'est quand même quelque chose d'incroyablement efficace? Alors, Moi, moi, c'est c'est en tant quelque chose qui me fait. Enfin, je suis ravi que vous m'en parliez. Il faut savoir que moi, j'ai tous les ennuis du monde avec tout le monde, y compris avec le Conseil national de l'ordre des médecins qui m'a attaqué pour charlatanisme, puisque je soigne l'arthrose et la hernie discale avec des injections de sérum marin depuis 10 ans et que tout le monde est content. Jamais personne ne s'est plaint, mais on me considère comme un charlatan. Il faut savoir que dans 2 jours, donc vendredi 17 mai, pour les historiens, ceux qui regarderont cette vidéo plus tard, je suis convoqué à l'Académie de médecine pour y déposer une communication sur les sérums de Quinton. Donc moi, génial. je veux bien être un charlatan, un dangereux rêveur, mais je ne pense pas qu'à l'Académie de médecine, il n'y ait que des fous furieux des hallucinés. Si on me demande de venir rappeler l'histoire ultra riche des sérums de Quinton dans la totalité du XXe siècle, je pense que c'est parce que ces produits sont exceptionnellement actifs. Et hélas, ils ne rapportent pas un sou aux firmes pharmaceutiques. Et donc,
Et donc, ils sont voués aux gémonies. Mais c'est le problème de tous les produits naturels. Vitamine D, vitamine C, magnésium, bisglycinate de magnésium, etc. C'est poubelle parce que quoi? On les dérange. Hein. Artémisine pour le palu ou pour le cancer, argent colloïdal, tout ça, ça doit partir à la poubelle parce que ça ne fait pas partie des produits qui font engraisser Big Pharma. Voilà. Ça fait partie des produits les plus efficaces, comme Ah, le plasma, remarquablement efficace. épreuve depuis des lustres, j'ai envie de dire, enfin depuis en tout cas au moins début XXe siècle, hein, si je ne me trompe pas avec Quinton. Ouais. Mais oui, c'est quelque chose que j'adore conseiller en première intention parce qu'en plus, il y a vraiment la globalité et on risque rien avec le plasma de Quinton. C'est hyper assimilable par l'organisme. Ce que l'organisme n'a pas besoin, il ne le prend pas. Enfin, ouais, c'est quelque chose juste une évidence. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que moi, je n'utilise que la marque Quinton parce que moi, j'injecte. Donc, je suis allé visiter les usines d'Alicante. Mais pour les gens qui vont avoir une utilisation normale, buvable ou même transcute, hein, puisqu'on peut traiter parfaitement l'eczéma du nourrisson avec ça, des tas de choses. Les pathologies infectieuses cutanées réagissent très très bien avec le bon produit à base d'eau de mer, mais vous pouvez changer de marque et prendre des marques en buvable françaises, par exemple, bon, on va pas donner les marques, mais il y a beaucoup de marques françaises qui sont moins chères que Quinton, qui se présentent en litres et non pas en ampoules de 10 cc. Ampoule de 10 cc, vous payez ampoule, hein, à chaque fois elle part à la poubelle. Hein. Donc vous pouvez parfaitement utiliser des produits buvables en litres. C'est beaucoup moins cher. Il ne faut pas que ce soit des bouteilles de plastique, en fait. Faut pas Jamais. que... Ah non, 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 jamais. Ah, Le produit marin, ça bouffe le plastique. Donc, voilà. ça doit toujours être enfermé dans une bouteille en verre. Ah non, si on vous vend un truc en plastoc, même en buvable, c'est dégueulasse. Non, non. Alors, ça existe en Amérique du Sud, c'est désolant, mais ils se font des bidons de 5 litres qui se commercialisent comme ça. Bon, si c'est bu dans la journée, c'est bien, mais à mon avis, déjà, il y a du plastique dissous. Mais nous, en France, en Europe, niette de niette. Hein, c'est bouchon caoutchouc et bouteille en verre. Et alors, est-ce que le plasma de Quinton est suffisant pour combler les carences en iode? Ou bien est-ce qu'il faut Non, quand non, même... jamais de la vie. Ah non, 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 jamais de la vie. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une loi qui s'appelle la loi de Dietmar qui vous donne la certitude que les 4 sels marins principaux ont toujours les mêmes gradients, les mêmes concentrations, ou les mêmes rapports entre les quatre. Hein. C'est-à-dire que si vous prenez de l'eau près d'un iceberg ou de l'eau très, très profonde, il y aura toujours la même quantité de sel, de fluorure, etc. Mais en revanche, pour les éléments en trace, comme l'iode, vous avez des différences énormes de concentration. Et grosso modo, si on veut une moyenne, c'est 60 microgrammes au litre. Mais quand on boit du Quinton, on boit 10 cc, 0,01 litre pour les périodes. Donc n'essayez pas de croire, oh j'ai mangé une huître, j'ai de l'iode pour 2 ans. Non, vous avez mangé une huître, ben, vous avez mangé une huître, mais vous n'avez pas, voilà. Et- ou des compléments alimentaires ou une autre forme, enfin, je ne sais pas exactement, mais Alors, les problèmes des compléments alimentaires, c'est qu'on a les compléments alimentaires autorisés en France qui sont à 150 microgrammes par comprimé. Et puis, vous avez les compléments alimentaires américains où les gars, ils sont un tout petit peu décontractés. Ils vous mettent des milligrammes. Vous avez 12, 25 et 50 milligrammes jour. Eh ben, croyez-moi, il n'y a personne qui est phosphorescent quand on prend 50 mg d'iode. Moi, je prends 12,5 mg d'iode depuis maintenant 3 ans, pour des tas de raisons, mais vous imaginez bien, bon, j'ai 60 balais, ma concentration est bien meilleure, mon sommeil est absolument remarquable, mes ennuis ne m'empêchent absolument pas d'être heureux, voilà, alors que ça aurait pu, mais l'iode m'a considérablement aidé, et m'aide encore énormément dans plein de sujets. Bon, voilà. Ok. Bon, et ben en tout cas, je pense qu'on peut peut-être terminer là-dessus. Et je recommande vraiment votre livre, donc Les pouvoirs de l'iode. Je ne sais pas si on voit bien. Aux éditions Très Daniel. Et parce que c'est vraiment passionnant, on apprend plein de choses et ça fait un peu du bien de lire ça parce que ça balaye les idées reçues Ouais. sur ce On les sujet. rénove et enfin, on trouve des solutions, par exemple pour le cancer et pour l'intelligence de nos nouveau-nés et pour l'infertilité des femmes.
Eh ben, rien que ça, sur un seul livre, ça vaut vraiment les 19,95 € que ça coûte. C'est ça. Merci beaucoup à vous. Merci, Madame Bureau.